Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Et donc le syndrome des anticorps antiphospholipides, donc c'est une thrombophilie dite acquise. Elle touche principalement donc les sujets jeunes, dans près de 20% des cas, et qui présentent une maladie thromboembolique ou parfois des accidents vasculaires, principalement ischémiques, qui surviennent chez le sujet jeune. Il s'agit donc d'une entité qui a été individualisée assez récemment, donc 1985, c'est pas très loin, par un certain Hux, et d'ailleurs le syndrome primaire s'appelle syndrome de Hux. Et depuis, de nombreuses classifications, de nombreux critères de classification ont été établis au fur et à mesure, en commençant donc par les critères de Sapporo, qui ont été révisés par les critères de Sydney. Il s'agit donc d'une entité clinico-biologique, c'est-à-dire où il y a une une manifestation thrombotique et ou complications obstétricales, et auquel va se surajouter un élément biologique qui est la présence de l'anticorps antiphospholipide, mais qui doit être persistant pendant au moins 12 semaines, qui doit être persistant au-delà de 12 semaines. Alors les critères diagnostiques sont, comme vous le voyez, donc au moins un épisode de thrombose veineuse ou parfois ça peut être les deux, artérielle, une complication obstétricale qui comprend les trois éléments que nous citons, au moins donc une mort fœtale inexpliquée au-delà de la 10e semaine d'aménorrhée, au moins 3 fausses couches spontanées consécutives à moins de 10 semaines, donc des ABRT précoces, ou une naissance prématurée qui a été provoquée soit par une éclampsie, prééclampsie ou tout ce qui est en rapport avec une insuffisance placentaire. Et à ce critère clinique va se rajouter un critère biologique qui, comme on vous le dit encore une fois, qui doit être présent au moins pendant 12 semaines. Ça peut être un test, donc un allongement d'un test de la coagulation que vous pouvez retrouver au cours de votre bilan préopératoire, tout simplement, un TCA allongé, spontanément allongé, et qui va être, bien sûr, précisé par un test d'hémostase qui va montrer ce qu'on appelle un anticoagulant circulant de type lupus ou lupus anticoagulant. Vous avez également des tests immunologiques qui sont la présence de l'anticorps anticardiolepine ou l'anticorps anti-bêta-2-GP1 qui sont faits et qui sont détectés par un test ELISA. À partir de là, on va poser le diagnostic d'un SAPL selon les critères de Sydney, avec la présence d'au moins un critère clinique et un critère biologique. Alors, on peut avoir donc le SAPL qui est dit isolé, ou SAPL primaire ou syndrome de Hux du nom de son inventeur, et le SAPL associé, qu'on préfère secondaire, c'est-à-dire qu'il est associé à une pathologie, le plus souvent une maladie auto-immune, en chef de file le lupus érythémateux systémique, mais il peut être aussi associé à d'autres pathologies, d'autres maladies auto-immunes, auto-inflammatoires, à des vascularites, pour lesquelles donc on peut retrouver un anticorps antiphospholipide associé. Et sur le plan biologique, donc on va voir une classification des patients sur le plan biologique où nous allons retrouver deux types, le type 1 et 3 sous-types. Le type 1 où on a la présence d'au moins deux critères biologiques et la plupart du temps c'est la triple positivité. Et le type 2, c'est la présence d'un seul critère et en fonction du critère présent, c'est-à-dire ou le lupus anticoagulant ou l'anticardiolepine ou l'anti-bêta-2-GP1, vous aurez respectivement le type 2A, 2B et 2C. Ça, c'est une classification biologique. Sur le plan clinique, il y a une grande hétérogénéité clinique au cours du syndrome des anticorps antiphospholipides. Ça se manifeste principalement donc par les manifestations thrombotiques dont on a déjà parlé. Ça peut se manifester également par, hélas, une complication majeure de ce syndrome qui est le syndrome catastrophique des antiphospholipides ou le CAPS, et parfois on peut avoir des manifestations non thrombotiques. Alors concernant les manifestations thrombotiques, là aussi on va séparer ou classer nos patients en 3 sous-groupes. Les manifestations thrombotiques veineuses et qu'on appellera le SAPL veineux, le SAPL artériel lorsque les manifestations sont artérielles et le SAPL obstétrical. Alors, concernant les manifestations de thrombose, il faut savoir que pratiquement là où il y a un vaisseau,
ce vaisseau peut être thrombosé, qu'il soit veineux ou qu'il soit artériel. La plupart des thromboses qu'on rencontre, l'entrée dans la maladie, c'est les thromboses veineuses profondes des membres inférieurs ou autres. Mais il faut savoir que tout vaisseau peut être thrombosé, qu'il soit veineux ou qu'il soit artériel. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est la présence justement de ces thromboses dans ce qu'on appelle de sièges inhabituels. Une thrombose veineuse cérébrale, une thrombose des veines susépatiques, une thrombose par exemple du membre supérieur. Et bien sûr, après avoir éliminé une cause locale, par exemple pour le membre supérieur, si c'est un patient qui est sous chimiothérapie, qui a une chambre implantable, donc c'est un terrain favorable pour une thrombose veineuse. Donc si on n'a pas toutes ces raisons, il faut penser au syndrome des anticorps antiphospholipides. Le SAPL obstétrical, c'est comme les critères, on vous les a rapportés, donc c'est au moins la présence de 3 fausses couches, de 3 ABRT dits précoces, c'est-à-dire avant la 10e semaine d'aménorrhée. C'est lorsqu'il y a une mort fœtale ou un ABRT, on peut dire un ABRT tardif, en général c'est au-delà de la 10e semaine, et lorsqu'il y a un accouchement prématuré, avant la 34e semaine, surtout lorsque cette prématurité est liée à une insuffisance placentaire, à une éclampsie, à une prééclampsie, ou lorsqu'il y a un retard de croissance intra-utérin. Il faut savoir que le SAPL obstétrical, malheureusement, il peut se compliquer lorsque le malade est déjà connu porteur d'un syndrome des antiphospholipides, et parfois c'est l'entrée dans la maladie par des complications qui sont principalement l'HRP, l'hématome rétroplacentaire, le HELP syndrome ou parfois carrément les multiples complications, les multiples thromboses qui rentrent dans le cadre du syndrome catastrophique. Le pronostic donc de ce SAPL obstétrical est très important à connaître parce qu'il dépend exclusivement d'une très bonne prise en charge, d'une bonne éducation thérapeutique du patient, qui va vous permettre de limiter au maximum les complications du SAPL obstétrical, et ceci par une prise en charge multidisciplinaire en milieu spécialisé, et surtout la consultation conceptionnelle, c'est-à-dire que c'est un bébé qui se fait à 3 et principalement décidé par le médecin. Alors le SAPL obstétrical également, on peut, une fois qu'on a conclu, qu'on a trouvé un syndrome des anticorps antiphospholipides lié à des manifestations obstétricales, une surveillance mensuelle est obligatoire. Avec la recherche, cette surveillance va être rapprochée à l'approche du terme, et par une observation clinique, biologique et surtout échographique, écho-doppler, qui va vous permettre, avec visualisation du doppler utérin et des doppler des artères ombilicales, qui va vous permettre de retrouver cette notion de notch qui sont des incisures au moment du Doppler, qui va vous permettre, qui sont des éléments prédictifs d'une complication de la vascularisation placentaire. La deuxième complication, la deuxième mode d'entrée dans ce syndrome, c'est cette urgence médicale qui est le syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides. Alors, ce syndrome catastrophique, il a été individualisé donc par Ronald Acherson. D'ailleurs, certains l'appellent syndrome d'Acherson. Et il se manifeste donc principalement par des manifestations cliniques majeures graves, où il y a thrombose majeure et multiple de tous les organes de l'organisme, avec des thromboses au niveau cérébral, au niveau digestif, cutané, rénal, avec des hémorragies alvéolaires, et qui se compliquent par des thrombopénies, des syndromes hémolytiques, et avec des signes de CIVD et de syndrome hémolytique et urémique dans la plupart du temps. Il faut savoir que le syndrome CAPS peut être inaugural du syndrome des antiphospholipides, c'est-à-dire c'est l'entrée dans la maladie par cette complication majeure dans près de 45% des cas. Alors, comment définir ce syndrome? Quels sont les critères de ce syndrome? C'est l'atteinte d'au moins 3 organes. 3 organes qui vont être touchés, regardez simultanément ou en moins d'une semaine, avec une confirmation anatomopathologique et une confirmation biologique. Et lorsque les 4 éléments sont présents, nous sommes devant un CAPS certain. Sinon, c'est un CAPS probable avec 3 critères qui soient anatomopathologiques, biologiques ou cliniques. Le facteur
le problème de ce syndrome des anticorps, de syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides, c'est que quand on connaît le patient atteint d'un syndrome des antiphospholipides, il est très important d'assurer une éducation thérapeutique du patient, parce que c'est l'entrée, c'est les facteurs déclenchants, c'est l'infection, c'est la chirurgie, c'est le sevrage et l'insuffisance des antivitamines K, qui sont principalement les éléments qui vont favoriser le passage et l'apparition de ce syndrome catastrophique, d'où l'intérêt donc d'une très bonne éducation des patients, car malheureusement le pronostic, la mortalité est estimée à près de 30%. Un malade sur 3 va décéder une fois que le syndrome catastrophique est installé. La troisième partie, c'est les manifestations non thrombotiques. Là aussi, c'est principalement les manifestations hématologiques et la thrombopénie en chef de file. Et très souvent, malheureusement, ça peut être l'entrée silencieuse vers ce syndrome des anticorps antiphospholipides. Nous avons également d'autres manifestations et en chef de file, les manifestations cutanées. Le livédo est une des manifestations non thrombotiques qui est fréquemment associée au cours du syndrome des anticorps antiphospholipides. Ces manifestations dermatologiques, elles sont fréquentes, elles sont variées, elles ne sont pas pathognomoniques, c'est-à-dire ce n'est pas parce que j'ai un livédo que j'ai forcément un syndrome des antiphospholipides, parce qu'il y a d'autres étiologies au livédo, mais lorsqu'elles sont là, elles sont fortement évocatrices. Alors voici un listing de certaines manifestations cutanées, comme livédo, ulcération, quelques lésions cutanées pseudovasculitique. J'ai quelques images également, voilà, quelques livédos, donc un livédo ramifié qu'on peut rencontrer au cours du SAPL, du syndrome des antiphospholipides. Ici, nous avons une petite cicatrice dite d'atrophie blanche ou de livédoïde vasculitis. C'est également des manifestations qu'on peut rencontrer au cours du SAPL. Cette lésion de nécrose, ces hémorragies en flamèche et une entité un peu particulière qu'on appelle l'anétodermie, qui est une perte de tissu élastique qui est non centrée par un follicule pileux. Donc ce sont des manifestations cutanées, dermatologiques, qui sont évocatrices et non pathognomoniques du syndrome des anticorps antiphospholipides. La question qu'on va se poser, est-ce qu'à chaque fois qu'on a un APL sur le plan biologique, c'est un syndrome des antiphospholipides? Eh bien non, il faut savoir que le critère majeur qu'il faut retenir, c'est la pérennité, la persistance de ces anticorps chez le patient. Sinon, ils peuvent être présents au cours de certaines manifestations malignes, les infections chroniques, les maladies infectieuses, telles que les infections chroniques et les maladies infectieuses graves et les maladies virales, et aussi au cours de certaines maladies malignes. C'est pour ça que il faut impérativement rechercher la pérennité de ces anticorps avant de penser réellement au syndrome des anticorps antiphospholipides. Alors en pratique, que faire? Est-ce qu'on va demander ce bilan chez tous les patients qui ont présenté tous les symptômes que nous avons rapportés aujourd'hui? Il faut savoir qu'il existe des situations pour lesquelles ce bilan va s'imposer. C'est lorsqu'il y a une thrombose artérielle ou veineuse chez les sujets jeunes. Alors, quand on parle de thrombose artérielle, par exemple, un infarctus du myocarde chez le sujet jeune, il n'y a pas de raison, s'il n'a pas de pathologie athéromateuse sous-jacente, de facteur de risque vasculaire, il a 20 ans, il a 30 ans, il faut penser au syndrome des antiphospholipides. Et il faut rechercher ça également devant les thromboses qu'on dit de siège inhabituel. Il faut rechercher chez les patients qui ont fait les complications obstétricales que nous avons rapportées. Et certaines manifestations, telles que le livédo, l'endocardite non bactérienne, on a tendance à considérer toutes les endocardites comme infectieuses, bactériennes, infectieuses, et lorsque nous ne trouvons pas, lorsque les hémocultures sont négatives, etc., on a tendance à dire nous avons décapité, nous avons donné une antibiothérapie, c'est pour ça que nos hémocultures sont négatives. Mais il faut savoir qu'il existe de véritables endocardites authentiques qui sont non bactériennes, qui sont en rapport avec une destruction valvulaire, un épaississement et une destruction valvulaire liées à ce qu'on appelle endocardite de Liebman-Sachs qu'on rencontre au cours du syndrome des anticorps antiphospholipides. Il faut savoir un allongement inexpliqué du temps de céphaline activée lorsque vous demandez un bilan préopératoire pour n'importe quelle pathologie et vous avez un TCA qui est spontanément allongé, ça doit vous tiquer et vous faire demander un bilan des antiphospholipides. Et j'ai laissé en dernier le lupus érythémateux systémique. Alors il faut savoir que c'est un syndrome qui est fréquemment associé au lupus,
Pas toujours, mais fréquemment associé au lupus. Et devant toute patiente présentant une maladie lupique, ce serait une erreur de ne pas demander le bilan qui recherche les anticorps antiphospholipides. Alors, 3 tests vont être faits. Un test hématologique d'hémostase. Un test d'hémostase, c'est la recherche d'anticoagulants circulants de type lupique. Et 2 tests immunologiques, la recherche des anticorps anticardiolépines, anti-bêta-2-GP1 par la technique ELISA. Et là, on va définir 2 types de patients. Des patients à haut risque ou un risque élevé et des patients à faible risque. Alors, les patients à risque élevé, ce sont les patients qui présentent un anticoagulant circulant positif. Et lorsqu'il y a une association de plusieurs anticorps antiphospholipides, très souvent c'est la triple positivité. Et lorsque nous avons des anticorps associés à la maladie lupique, ce sont des patients qui sont à risque élevé. Lorsque nous avons des titres intermittents, isolés, avec des taux faibles ou moyens, nous sommes devant des patients à faible risque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.